Vous avez adoré la vidéo sur la mégalopole du Portugal. Je crois que c'est la vidéo qui a atteint 250 000 vues le plus rapidement. Donc, comme vous l'avez demandé, en voici une sur les mégalopoles d'Europe. Mégalopole est-il bien pluriel? Petit rappel rapide. Une mégalopole, aussi appelée méga-région, est un groupe de zones métropolitaines perçues comme des zones urbaines continues ou semi-continues, grâce à des systèmes communs de transport, d'économie, de ressources, entre autres. Elles sont suffisamment intégrées pour qu'une certaine politique de coordination puisse être utile, même si les métropoles qui les composent, les grandes villes, conservent leur identité propre. Alors, quelles sont les mégalopoles d'Europe? Il y en a officiellement 7. 4 d'entre elles sont appelées des bananes, en raison de la forme qu'elles prennent, qui rappelle une banane ou un boomerang. Au total, elles abritent environ 283 millions de personnes. L'Europe compte environ 470 millions d'habitants, donc cela représente presque 40% de la population totale du continent, dans une zone qui occupe certainement une bien plus petite proportion du territoire européen total. Énumérons-les, puis examinons chacun d'eux plus en détail. De la plus peuplée à la moins peuplée, les méga-régions de l'Europe sont la banane bleue, la banane dorée, également connue sous le nom de Sunbelt, la banane verte, la banane orange, the string, l'axe atlantique et le golfe de Finlande. Ce sont les foyers de population de l'Europe, et, nécessairement, aussi ces foyers économiques, car en règle générale, les gens vivent là où se trouvent les emplois. Regardons cela de plus près et apprenons-en un peu plus sur chacun d'eux. Tout d'abord, la banane bleue, qui compte jusqu'à 130 millions d'habitants. Elle s'étend du Pays de Galles et de l'Angleterre, puis traverse la Manche, jusqu'aux Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne de l'Ouest et du Sud, le Luxembourg, l'Est de la France, la Suisse et le nord de l'Italie. En Angleterre, elle inclut des villes et leurs zones urbaines respectives, comme Liverpool, Manchester, Nottingham et Londres. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, elle couvre essentiellement l'ensemble des pays. En France, seulement Strasbourg, Lille et une partie de la zone urbaine de Paris. Bien que certaines cartes excluent la capitale, il existe tout un débat à ce sujet pour savoir si elle doit être incluse ou non. En Allemagne, il s'agit principalement de la Rhénanie et du Sud, avec les régions de Rhénanie, Francfort, Stuttgart, Munich et Nuremberg. En Suisse, cela couvre également la quasi-totalité du pays, mais les villes clés ici sont Zurich et Bâle, tandis qu'en Italie, cela s'étend vers le nord avec les villes de Turin, Milan et Venise. Le concept, qui a finalement conduit à tous les autres de cette liste, a été établi pour la première fois en 1989. Lorsque le géographe français Roger Brunet a observé une division entre les espaces actifs et passifs en Europe et a développé le concept d'une dorsale ouest-européenne, il a fait référence à un corridor urbain d'industrie et de services qui s'étendait du nord de l'Angleterre au nord de l'Italie, l'appelant l'axe Liverpool-Milan. Comme vous l'imaginez, beaucoup a changé depuis 1989. Récemment, la banane bleue s'est déplacée vers le nord, vers l'Allemagne, à cause de l'urbanisation. La méga-région est devenue plus grande, s'étendant vers l'extérieur en forme d'étoile, si l'on peut dire. Elle reste la plus grande concentration de population, d'industrie, d'argent et de puissance économique en Europe. Je pense que la forte population de ces régions s'explique par la présence initiale de ressources naturelles. Cela a ensuite mené à l'implantation de l'industrie et à la construction de villes autour de celle-ci. Et même si aujourd'hui l'extraction et la fabrication ne sont plus aussi importantes pour l'économie de ces régions, les villes étaient déjà là et sont passées à l'économie moderne sans changer d'emplacement. Toi et moi avons exploré tout, des drapeaux aux frontières, en étudiant les pays qui ont façonné le monde. Mais étudier ces pays, c'est une chose. Faire fructifier ton argent dans ces pays, c'en est une autre. Donc, si tu penses à investir, démystifions ces idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement tes économies. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain subit de fortes chutes chaque année, et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas faits pour les investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque.
Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Maintenant que je me rends compte que je veux gagner de l'argent, mais sans tout le stress, je choisis un revenu fixe. Et toi, commence à investir dès aujourd'hui avec Mintos. Descendons ensuite vers le sud, jusqu'à la banane dorée, aussi appelée Sunbelt. Les États-Unis possèdent plusieurs régions connues sous des appellations en belt. Faites-moi savoir si vous voulez aussi une vidéo à ce sujet, c'est assez intéressant. La banane dorée est une zone de forte densité de population, qui s'étend de Carthagène à l'ouest jusqu'à Gênes à l'est, le long de la côte de la mer Méditerranée. Elle a été conceptualisée pour la première fois en 1995, dans un rapport de l'Union européenne. Jusqu'à 45 millions d'Européens y vivent. Elle s'étend à cheval sur 5 pays différents. En Espagne, elle comprend des villes comme Gérone, Barcelone, Valence ou Alicante, couvrant également l'ensemble des pays d'Andorre et de Monaco, puis s'étendant dans le sud de la France, à Nice, Toulon, Marseille, Nîmes, Montpellier, Narbonne et Perpignan. Elle arrive ensuite en Italie, où elle atteint Turin et Gênes. La région se caractérise par son importance dans les activités liées aux technologies de l'information et de la communication, en termes de qualité de vie et comme destination touristique de premier plan. Quoi qu'il en soit, la banane dorée peut aussi être comprise comme une extension de la banane bleue sur l'arc méditerranéen. En fait, son extrémité orientale coïncide avec l'extrémité sud de la banane bleue. Le facteur de connexion pour celle-ci semble être précisément la côte méditerranéenne et les opportunités qu'elle offre. Ensuite, il y a encore une autre banane, la verte. Apparemment, certains l'appellent aussi le cornichon, avec une population comparable, entre 40 et 45 millions de personnes. Celle-ci se trouve en Europe centrale. En fait, on l'appelle aussi parfois précisément la mégalopole d'Europe centrale. Ce n'est pas la plus grande en taille ou population, mais elle compte elle aussi autant de pays que la banane bleue, soit 8. Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Autriche, Hongrie, Croatie, Slovénie, et aussi l'Italie. Je pense que l'Italie est le seul pays européen à appartenir à 3 méga régions différentes. Et toutes se croisent plus ou moins au même endroit, le nord de l'Italie, qui, pour être honnête, est là où vit la majorité des Italiens et où l'industrie du pays est concentrée. Si on regarde une carte de la densité de population et de la répartition du PIB en Italie, cela devient très clair. Parce que les pays qu'elle inclut sont relativement petits, la plupart de ses principales villes membres sont des capitales, 6 pour être précis, Zagreb, Ljubljana, Budapest, Vienne, Bratislava et Varsovie. D'autres grandes villes comme Gdańsk et Cracovie en font également partie. Je dirais que la Pologne est le seul pays qui compte beaucoup de villes membres. Les autres n'ont que leur capitale. 3 d'entre elles, Vienne, Bratislava et Budapest, sont également connues sous le nom de Triangle d'or. En raison de leur beauté, de leur potentiel touristique et de leur proximité, la région dans son ensemble relie la mer Baltique à la mer Adriatique, et sur certaines cartes traverse également le Danube. En passant à la dernière balade de cette liste, il s'agit de la banane orange à l'est. C'est la plus petite d'entre elles, avec seulement 30 millions d'habitants, mais cela reste un chiffre respectable. Elle comprend 4 pays, l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie, et longe la côte de la mer Noire. Dans ces pays, on dit que la mégalopole inclut les villes d'Odessa, Constanta, Varna et Burgas, pour finalement atteindre Istanbul, qui représente la majeure partie de la population. Il est important de noter que c'est la plus contestée de ces méga régions. Il existe très peu de recherches et d'informations à son sujet, à part une mention sur Wikipédia. Bien sûr, ce sont toutes des zones reliées par une certaine densité de population, et elles partagent le fait d'avoir la côte de la mer Noire en commun, et, je suppose, les unit. Mais l'existence d'une infrastructure commune de liaison, du moins par voie terrestre, est discutable. Contrairement à d'autres méga régions, certains membres n'ont pas la liberté de circulation entre eux. La concentration commune ici semble être la mer Noire, et les ressources et opportunités commerciales qu'elle offre. Ensuite, en Europe du Nord et en Scandinavie, nous avons la chaîne. Avec 14 millions d'habitants, elle s'étend sur 4 pays différents. Partant du nord de l'Allemagne, avec Hambourg et Kiel, elle s'étend au Danemark, couvrant la majeure partie du pays, dont la région de Copenhague, le Jutland et le sud du Danemark. Elle traverse ensuite les petits bras de mer qui séparent le Danemark et la Suède, et s'étend dans cette dernière couvrant Göteborg, Älvsborg et Malmö, atteignant peut-être même Stockholm, bien que la plupart des cartes n'incluent pas la capitale.
Certaines cartes, comme celle de ma miniature, excluent la Norvège, mais la plupart des experts pensent qu'elle doit être incluse dans la méga région de la String, s'étendant jusqu'à Oslo et dans la région de Viken. Voici un exemple de méga région, qui ne peut pas vraiment être expliqué dans son ensemble. Il faut analyser chaque pays séparément pour comprendre les causes de la concentration de population. Dans le nord de l'Allemagne, je pense que c'est la proximité de la mer et les opportunités de l'axe de la mer du Nord. Le Danemark en fait partie. En Suède et en Norvège, cela tient sans doute au terrain et au climat. Les régions du sud, proches de la côte baltique, sont les plus propices à l'installation, comme pour la méga-région précédente. Et sa connexion à la mer Noire, ou la proximité de la banane dorée avec la Méditerranée, les opportunités commerciales et de ressources que cela offre. De retour au sud, il y a l'axe atlantique, que j'ai évoqué dans une précédente vidéo. J'ai lu un commentaire suggérant de bien réfléchir avant d'appeler quelque chose en Europe un axe. Je dirais peut-être qu'un changement de nom serait utile ici. Elle relie le centre et le nord du Portugal à la région autonome espagnole de Galice, en passant par les villes de Setúbal, Lisbonne, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vigo, Ourense, Pontevedra, Saint-Jacques-de-Compostelle et La Corogne, atteignant jusqu'à 12 millions de personnes. Je ne vais pas détailler ici car j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. La concentration de la population est essentiellement liée à des facteurs historiques, à la topographie, au climat et à d'autres raisons politiques et économiques. Et enfin, la dernière méga région en Europe est le Golfe de Finlande. Avec 7 millions d'habitants, elle englobe une série de villes finlandaises, estoniennes et russes qui font toutes face au plan d'eau du Golfe de Finlande. Bien qu'avec les événements récents, la connexion pratique avec la partie russe soit un peu discutable, tandis que la connexion entre les parties finlandaises et estoniennes est plus évidente, surtout parce qu'elles sont simplement plus proches, étant situées de part et d'autre de l'eau, et pourtant c'est une zone d'urbanisation généralisée et de concentration de la population. En Finlande, cela inclut les villes de Kotka, Kouvola, Espoo, la capitale Helsinki, Vantaa, Lappeenranta et Lahti. En Estonie, la capitale Tallinn, ainsi que Narva et Tartu, et en Russie, les villes de Gatchina, Saint-Pétersbourg, Vybor et Sosnovy-Bor. La présence de ressources naturelles, le terrain adapté et le potentiel commercial expliquent la concentration de la population dans la région. Donc ce sont les mégalopoles ou les méga régions de l'Europe. Êtes-vous d'accord avec ces regroupements ? Je trouve discutable d'inclure l'Angleterre dans la banane bleue à cause de la mer qui la sépare. Mais c'est aussi le cas du golfe de Finlande, donc c'est peut-être hypocrite de ma part. De plus, pensez-vous que nous devrions différencier le concept de méga région, comme celles-ci le sont clairement, d'une mégalopole, cette dernière étant une véritable mégacité unifiée sans interruption entre les villes qui la composent. Pensez-vous qu'il manque d'autres grands groupes urbains, par exemple une banane violette dans les Balkans occidentaux ? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. À bientôt pour plus de culture générale.